Merci. Bonsoir. Eh ben, merci beaucoup Robert Guédiguian. Je voudrais commencer juste simplement avec une citation d'un film, du dernier film, La Villa, qui est « Au bord du précipice, seul le rire nous empêche de sauter ». C'est un proverbe chinois que je viens d'inventer, c'est Daroussin qui dit ça. Et est-ce que c'est vous qui parlez à ce moment-là? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Pour ça, c'est moi qui je mets régulièrement des proverbes, en fait. C'est des proverbes arméniens du XIe siècle, ou des proverbes, en fait, du... Melville faisait ça aussi, vous savez. Il y a souvent des citations au début de ses films ou à la fin, c'est souvent lui qui les écrivait. En fait, il écrit Lao Tzu, je sais pas quoi, mais en fait, c'est Melville qui les écrivait. C'est pas mal, mais je crois qu'effectivement, l'humour est une chose absolument... L'humour, c'est le sentiment de la distance, donc il faut en avoir. Et, bon. Et même quand on fait des films tragiques, parfois, je crois qu'il faut savoir en parler avec une certaine distance, en fait. Donc j'essaie d'être drôle, en fait. Je ne parle pas toujours, mais j'essaie. Je vais essayer d'ailleurs ce soir, je vais essayer de vous faire rire. Tout en parlant de choses extrêmement sérieuses. Alors vous avez une particularité en tant que cinéaste qui est assez unique en fait, c'est de filmer sous toutes ses facettes un lieu, une région et des acteurs aussi, donc c'est un décor et des personnages qui vieillissent ensemble. Alors est-ce qu'on peut parler d'une obsession, et si oui, est-ce que c'est plutôt une obsession pour le lieu en question et les personnages en question, ou plutôt pour le temps qui passe et la transformation? C'est un peu tout ça, oui, c'est névrotique. Hein. C'est-à-dire, je dois être un peu fou. Oui. Donc je ne vais pas là, vous me direz, une psychanalyse devant vous, une auto-analyse ou quoi, je mets quelque chose de cet ordre-là, quelque chose de l'obsession, qui doit relever de plusieurs origines, quand même, plusieurs sources. Bien sûr, la première obsession, c'est de parler à la place, j'allais dire, des gens qui vont fonder, éduquer, former, donc de parler à la place du... je sais pas, je pourrais dire à la place de mon père, en fait, je pourrais dire, voilà, qui était ouvrier, qui habitait dans ce monde-là, qui habitait à l'Estaque, dans ce quartier où j'ai grandi. Donc c'est parler de ça, c'est un peu... Je me dis que j'ai toujours pensé que j'étais un peu porte-parole, en fait, avec beaucoup d'humilité, en fait, voilà. Je parle de moi, il y a quelque chose toujours de narcissique et d'égoïste, je suis dans le fait de faire des films et de les signer, mais je me dis que je parle au nom d'autres personnes qui ne parlent pas. On parle beaucoup d'invisibilité en ce moment, comme vous avez pu le remarquer. Les gens mettent des gilets pour être visibles, enfin des choses d'autres. Et moi je crois que j'ai toujours été, vous savez, un peu comme... avant on parlait d'écrivains publics. Donc je crois que j'écris des lettres d'amour pour des gens qui ne savent pas les écrire, voilà. Parce que j'ai appris à écrire... Le hasard a fait un peu le hasard et la volonté, l'acharnement de mes parents m'ont donné l'occasion de faire des études et donc d'apprendre à écrire, même d'apprendre un peu à faire des films, ou à raconter des histoires en tout cas. Et je les raconte parce qu'eux ne les racontent pas. Voilà, ça, ceci explique en partie cela, c'est-à-dire le fait que je tourne toujours au même endroit, dans des milieux sociaux qui se ressemblent et du coup, donc la plupart du temps, je crois, j'ai pu faire 17 films à Marseille, en fait. Ouais. Alors, après, évidemment, c'est tellement obsessionnel et tellement, je me suis dit, je suis pas dingue, je peux faire des trucs ailleurs. Je peux le faire, voilà. Je peux être metteur en scène invité dans un théâtre hors Marseille, quoi. Voilà, bon. Donc j'ai fait par exemple Le Mitterrand, j'ai fait Le Promeneur, qui est un film. D'ailleurs, c'est drôle, souvent, quand on parle de moi, si de pas ce film-là. C'est comme si je ne l'avais pas fait, pourtant je l'ai fait jusqu'à Z, de produit, etc. Mais dans les filmographies, on le considère comme quelque chose de tellement exorbitant, enfin, de ce que je fais d'habitude, mais du coup, j'ai rempilé avec l'Armée du crime, hein, qui se passe entièrement à Paris, c'est la résistance étrangère à Paris. Un petit clin d'œil à Melville dans le titre aussi. Oui, absolument. Je voulais faire l'Armée de la Lumière, c'était pas l'Armée des Ombres, qui est un film magnifique, hein, Studio Canal avait fait un coffret où il y avait mon film et l'Armée des Ombres de Melville, j'étais très fier. Un coffret comme ça, double, c'était très flatteur pour moi. Et donc j'ai fait quelques films, évidemment, je suis allé en Arménie tourner, j'ai fait une histoire de fou aussi, je suis allé au Liban, etc. Donc je suis en train d'énumérer d'ailleurs des films que j'ai pas fait du coup dans mon quartier, j'en ai fait 4 ailleurs. Et puis je sors de tournage, là j'arrive, c'est pour ça que j'ai plus de voix, je suis fatigué. J'étais la semaine dernière, j'ai arrêté de tourner mercredi dernier,
mon 21e film à Marseille, en fait, toujours. Donc ça fait 4 sur 17 que j'ai fait à l'étranger, hors les murs. Voilà, mais bon. Bon, après, après, ça se double. Je disais que c'était névrotique, et évidemment, après, je vais commencer à devenir plus théorique et plus politique. Je vous ai dit aussi, au début, c'était comme ça, c'était peut-être quelque chose de l'ordre, d'un ordre très intime, comme ça, mais ensuite, bien sûr, je me suis dit que ça tendait aussi à prouver qu'on peut raconter toutes les histoires du monde n'importe où. C'est-à-dire qu'en fait, je crois profondément que le contenu des films, c'est le monde entier, et que la forme des films, c'est le village où on les tourne. Je pense que c'est une conception de l'universel, c'est une conception un peu, le rapport entre le particulier et le général. Évidemment, il faut raconter des histoires qui plaisent au monde entier, qui puissent plaire, qui puissent intéresser le monde entier. Donc il faut parler de la vie des hommes, de leur histoire d'amour, de mort, de vieillissement, de tragédie, de difficultés, de bonheur aussi d'ailleurs, aussi, hein, pas que des choses graves. Il faut aussi raconter des choses heureuses. Mais ces choses-là, il faut montrer qu'effectivement ce sont les mêmes partout. C'est en ça que c'est universel, parce que ces sentiments-là, ils sont partout. Et si on veut montrer qu'ils sont partout, il faut tourner effectivement dans tous les endroits du monde. Donc je pense qu'il faut faire le cinéma le plus universel, c'est le cinéma de la diversité. Du coup, je me suis dit que tourner en permanence au même endroit pour raconter des histoires extrêmement, d'ailleurs, différentes dans le genre, en tout cas, parce que j'ai fait des films noirs, des comédies, j'ai fait tous des contes, des farces, des fantaisies, j'ai essayé tout. Enfin, j'ai essayé beaucoup de trucs. Et on peut faire tout ça au même endroit, mais c'est presque pour encourager, pour dire à tous les jeunes futurs cinéastes du monde entier, tournez chez vous. Je pourrais parler 2 heures, là, parce que je pourrais d'ailleurs ajouter à ça qu'évidemment, vous savez, je ne suis pas le seul à avoir pensé ça. C'est Tchekhov qui disait, si vous voulez parler au monde entier, parlez de votre village. Parce que c'est vrai que ce que nous aimons, enfin, je crois, dans les films très particuliers, c'est de voir en quoi, effectivement, ils nous racontent des histoires qui nous ressemblent. C'est-à-dire que de nous sentir, et de sentir qu'on est dans une humanité une et indivisible, je crois que c'est extrêmement rassurant, en fait, voilà. Je crois que nous avons besoin de ça. On a besoin de manière très urgente, d'ailleurs, en ce moment-là. C'est vraiment Tchekhov qui a dit ça? Oui. Oui, c'était moi, non, non, c'est vrai, c'est Tchekhov. Vous avez évoqué le terme d'écrivain public, et je trouve ça très intéressant, parce que j'allais vous poser une question, justement. Vous avez évoqué aussi le fait de vous afficher comme porte-parole, mais du coup, ce qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi l'utilisation de la fiction? Et en disant justement écrivain public, c'est ça. Est-ce que justement la fiction peut aussi servir à témoigner de ce temps qui passe, comme disait Mathieu, de ces paysages et ces humains qui évoluent? Parce que si on regarde votre premier film et votre dernier film, effectivement, alors que c'est de la fiction, on est témoin d'une réelle évolution sociale, géographique, démographique. Bien sûr. Bien sûr que je crois que la fiction, je pense pas que... En fait, j'aime beaucoup les documentaires, j'en produis beaucoup d'ailleurs. Puisque j'ai toujours été producteur aussi, avec Agathe Ex Nihilo, ces 2 sociétés, qui sont en vérité la même. Mais on fait beaucoup de documentaires, mais j'en ai jamais fait moi-même. En fait, peut-être tout simplement parce que j'ai commencé par faire une fiction tout de suite, hein, très jeune. Et probablement aussi par un goût, c'est-à-dire j'ai le goût du spectacle, le goût des acteurs, le goût du théâtre, enfin, si je puis dire. Et je pense que il y a aussi quelque chose alors qui est... Oui, je peux le dire comme ça. Je pense que la fiction, c'est plus public. Bon, de ce, c'est une règle. Je veux dire, la fiction fait plus, j'allais dire, d'entrée que les documentaires. Voilà. Et je crois qu'on ne peut pas éviter de se poser la question quand on veut parler à des gens, quand on a des points de vue et qu'on veut les proposer. Je dis bien les proposer d'ailleurs, parce que libre aux gens de ne pas les aimer, ces points de vue-là, même de s'y opposer. Mais quand on veut proposer des idées, faire des propositions, je crois qu'on veut les faire au maximum de gens, quoi. C'est-à-dire que la préoccupation de la quantité de gens qui verront qui entendront cette proposition, c'est important. J'ai toujours été, ça m'a toujours supporté, on parle de cinéma politique, par exemple, avec des films qui font 12 000 entrées, où les gens se regardent entre eux. Je sais pas, bon, si on veut dire des choses, il faut les dire au maximum de monde. Si on a envie d'intervenir dans le réel, si on veut transformer le monde, du moins participer à sa transformation, il faut aussi trouver le moyen d'accéder au maximum de monde. Ça, c'est vrai que la fiction est plus
est plus public et plus propice à avoir une audience large que le documentaire. Le documentaire est forcément plus pointu, plus spécialisé, plus télévisuel d'ailleurs. Je sais bien qu'il y a des documentaires au cinéma, et qu'il y en a toujours, et qu'il y a des documentaires qui sont des vraies créations de cinéma, bien entendu. Mais ça reste une espèce de... Il manque souvent dans les documentaires une des choses qui fait que le monde se met en mouvement, en fait, pas toujours, hein, il y a des documentaires qui contiennent ça, mais il manque l'émotion que contient la fiction. Et l'émotion, ça vient de... Vous savez, tout simplement, ça veut dire remettre en mouvement l'émotion, dans l'étymologie du mot. Voilà, je crois que l'émotion met en mouvement. Je crois que le peuple a... Vous savez, il y a un titre de Didier Huberman, là, qui est un philosophe remarquable, qui écrit beaucoup en ce moment, et qui est prof à Strasbourg, qui vient d'écrire, il y a un an et demi, une étude sur des films d'Eisenstein qui s'intitule Peuple en larmes, peuple en armes. Et je crois beaucoup à ça. Et donc d'où l'utilisation aussi des genres populaires. Bien sûr. Et vous avez dit justement sur les genres populaires, et ça m'a, je l'ai lu dans un de vos livres d'entretien, et la personne rebondissait pas dessus, vous avez dit quelque chose qui a vraiment tiqué dans mon esprit, vous dites « J'aime les genres populaires parce que les codes sont tellement connus qu'on peut tous se permettre être libre. » Mais du coup, je me demandais comment on trouve de la liberté dans un espace codifié. Mais l'espace codifié, c'est une langue commune, en fait. C'est-à-dire, c'est un langage que tout le monde comprend, c'est quelque chose qui nous met en familiarité. Après, à partir de cette familiarité, évidemment, on peut raconter ce qu'on veut. C'est cette dialectique-là, parce qu'on est à l'aise, on ne cherche pas, on ne cherche pas à comprendre la langue, en fait, on comprend la langue tout de suite, donc on peut entendre des choses. Alors que si effectivement c'est une langue inconnue, il faut déjà décoder. Il faut aller chercher les clés de ce langage-là, de ces formes-là, avant de passer à la, si je puis dire, à l'essentiel du contenu, au message, on dirait en sémiologie. Voilà, si je connais le code, évidemment, voilà. Vous voyez, c'est comme un peu, un langage, c'est comme un peu une langue étrangère. Si là je vous parlais d'allemand, bon, ça serait quand même très, très embêtant pour vous. Il faudrait que vous passiez cet obstacle-là. Voilà, c'est comme ça. Si je parle en français, même avec l'accent marseillais, vous comprenez quand même. Et du coup, voilà, il y a une espèce de familiarité qui fait que vous entendez ce que je dis plus facilement. C'est ça. Si je ne fais pas utiliser une image, c'est ça. Ok. Donc c'est une nécessité qui permet d'échapper forcément à tout élitisme de représentation, en fait. Oui, alors il faut faire des tentatives en même temps, toujours. Il faut jouer au chat à la souris, il faut être pédagogique. Moi, je crois que dans les films, si on a en tout cas cette volonté-là, pour moi, le grand art est populaire, et le grand art est, je vais dire, je m'excuse, de tradition bien française, c'est-à-dire je sais pas, de Villard, ou de... Villard parlait de l'élitisme pour tous. Et c'est lui en ce moment. Je fais beaucoup de citations d'autres gens que moi. Mais et voilà, je trouve que c'est une très belle idée. Il s'agit de... Donc, quand il dit l'élitisme pour tous, ça veut dire que il faut faire des choses qui soient compréhensibles, quoique non comprises, mais compréhensibles. Il faut, et dans ces choses-là, dans cette manière-là de travailler, on peut chercher à tirer parfois quelque chose d'un peu plus complexe, d'un peu plus... Voilà. Mais en y allant, j'allais dire avec précaution, lentement, avec de grande habileté. Je vais vous citer Mao Tse-tung, je ne résiste pas. L'artiste doit marcher un pas devant le peuple, mais un pas seulement. Ça résume un peu quand même là. Et dans cette utilisation de la fiction, vous utilisez aussi, et c'est ce que permet la fiction, la catharsis comme réel outil finalement. Vous habillez le film, si je puis le dire ainsi, de scènes profondément humaines, d'amour, de regard, et c'est aussi ça qui vous permet de, bon, je ne vais pas dire dissimuler parce que c'est quand même là, mais d'accompagner toutes ces propositions et ces visions de ces changements et de ces combats politiques. C'est ça, l'émotion nous purge effectivement, comme le terme catharsis l'indique, nous purge de nos humeurs, donc on pleure, ou on rit, quoi. C'est une libération, c'est à partir de cette rupture, on casse l'armure, comme ça, et on est plus sensible, on ne peut plus accéder à l'essentiel d'un récit, à l'essentiel d'une action, à l'essentiel de la résolution d'un film. On devient plus fragile, on est plus réceptif donc.
Et pour en revenir à cette question tout à l'heure de rester d'où vous êtes pour filmer tout ce que vous avez envie de filmer, est-ce que vous aviez conscience quand vous avez commencé cette démarche qu'en fait à terme ça dessinerait presque une œuvre sur le temps, sur la transformation de la société et des gens en fait, parce qu'on voit vieillir vos personnages et la villa parle beaucoup de cette nostalgie et de cette transformation en fait. Et de ce village, du coup. Ouais. Non, je ne savais pas. Si vous voulez, c'était tout ça c'est construit évidemment tout à fait. C'est toujours un rapport entre hasard, nécessité, et bon, évidemment, je veux dire, quand j'ai fait un premier film, je ne pensais pas que j'en ferais, comme j'ai dit tout à l'heure, 17, je crois, 17, on fait grosso modo, à Marseille, quoi, dans un rayon de 20 km autour de Marseille, quoi, voilà, quoi, autour de mon quartier, quoi, autour de l'endroit où je suis né. Je continue à dire mon quartier, vous voyez, ça fait 45 ans que j'habite à Paris. Et je continue à dire chez moi, quand je suis là, bah ici, je suis pas chez moi, c'est un truc d'immigré. Voilà. Et donc je ne savais pas, évidemment, en faisant ce premier film-là, que ça deviendrait ça. J'avais pris conscience petit à petit. Comment dire, cette manière de faire, c'est fait en se faisant, bien sûr. C'est pété. J'ai commencé à travailler comme ça. J'ai eu envie de faire un second film pour être dans la généalogie, d'ailleurs, du premier. Le troisième... fait à l'arrache avec les mêmes amis, au bout de 4 ou 5 films ou 6 peut-être, je ne sais pas exactement. Enfin, à un moment donné, je me suis dit, tiens, quand même, il y a quelque chose, il se passe un truc étrange, c'est-à-dire que tu tournes au même endroit avec les mêmes types, depuis 5-8 ans. Donc j'ai commencé à intégrer moi-même la manière dont j'avais travaillé, mais je n'avais pas travaillé exprès de cette manière-là. Bon, mais évidemment, aujourd'hui, je l'intègre. Aujourd'hui, en commençant un scénario, en tout cas quand j'écris des choses personnel, comme c'est le cas du dernier film, donc je sais que c'est Daroussin qui va conduire l'autobus à Marseille, puisqu'il est chauffeur de bus. Voilà, je sais que ça va être le mari d'Ariane, qui avant était marié avec un type qui est en prison depuis 30 ans, voilà, et que ça sera Gérard. Enfin, je sais aujourd'hui, j'intègre ça presque dès le début de l'écriture, dès que je commence à penser à des personnages, je mets un peu, et je commence à mettre d'ailleurs la seconde génération, c'est-à-dire je mets aussi, je sais que Robinson Stevenet ou Canaïs Desmoustiers, voilà, vont être mariés dans le film et pour avoir un gosse au début, voilà. Mais je ne faisais pas au début c'était plus spontané. Aujourd'hui, ça devient plus réfléchi et élaboré dès le départ, dès la conception du projet. Et est-ce que vous investissez, au fur et à mesure du temps, vos comédiens aussi dans l'écriture des films, ou sur le tournage, vous êtes très porté sur le verbe, ou il y a aussi de l'improvisation, de la proposition qui va émaner de... Il reste le comédien. Oui, ça, on travaille toujours. Mais je pense que le tournage, quand un tournage qui se passe bien, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est dans les relations, j'allais presque dire, ma fille dirait magique, puisqu'elle fait une thèse sur ces histoires-là. Dans le processus de production, il se passe à des choses qui ne relèvent pas du processus de production, qui sont des choses effectivement de l'ordre. Je pourrais presque dire, j'ai dit déjà, je crois parfois, que c'était comme, pour moi c'est un moment communiste en fait. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Je veux dire que pour moi, c'est un moment où l'intérêt collectif et l'intérêt général sont intimement liés, en fait, fonctionnent très très bien ensemble, quoi, voilà. Et c'est des moments assez rares en fait dans la vie, même au cinéma, c'est pas toujours comme ça. Et ça suppose donc la division du travail. Hein, je rebondis sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que un acteur, il joue sa partition, mais il joue sa partition tout en jouant pour l'ensemble, bien sûr. Donc il y a un film à faire. Donc il est heureux dans ce qu'il fait, il maîtrise ce qu'il fait, donc il est individuellement satisfait. Son égoïsme est satisfait et à la fois il est dans un projet collectif. Sans le projet collectif, son égoïsme ne se réaliserait pas, son narcissisme ne serait pas satisfait, son individualité ne serait pas réalisée. Voilà. Et elle se réalise dans un projet collectif. Mais grâce justement à la non-division du travail, c'est-à-dire grâce à sa spécialisation. C'est-à-dire parce qu'un acteur fait quelque chose que moi je ne sais pas faire. J'ai une admiration profonde pour les acteurs, précisément parce que je ne sais pas faire ce qu'il faut. Et c'est de la même manière, je pourrais dire ça du chef opérateur, bien entendu, je peux dire ça de l'ingénieur du son, je peux dire ça du mixeur à la fin du tournage, du musicien du film, du chef décorateur. Donc il y a une espèce de... Le chef décorateur ne s'occupe pas du scénario, voilà, le scénario,
Donc chacun son travail, chacun sa spécialité, chacun se réalise pleinement dans un projet collectif. Et le projet collectif, évidemment, qui est là, est aussi important que le projet individuel. On parle de film choral ou c'est du film orchestral en fait? Orchestral, on peut dire plutôt, oui, voilà. Il y a un chef d'orchestre, mais vous savez que les orchestres, sans chef d'orchestre, fonctionnent bien aussi. C'est le chef d'orchestre n'est pas le personnage qui, et là on revient sur le truc de cinéma, donc, qui dirige au sens où c'est, on est tous le doigt sur la couture du pantalon, il y a un chef qui sait exactement ce qu'on fait, ce qu'il faut faire, et qui va décider et dire à tout le monde, on fait ça, ça ne tient pas debout. D'ailleurs, c'est fou, c'est quand on dit ça du cinéma, et les gens qui le prétendent, parce que parfois les gens qui le prétendent sont des menteurs. Les acteurs savent lire un scénario. Diriger un acteur, c'est pas lui dire la manière dont il va interpréter le partition qui est quand même écrite dans le scénario, qui peut être modifié, d'ailleurs il peut y avoir des propositions comme ça, mais les acteurs savent lire. Je veux dire, on ne dirige pas un acteur, on danse avec un acteur. On s'accompagne, on va un peu plus vite, un peu plus lentement, plus à droite, plus à gauche, on dit le texte plus vite, moins vite, je vois, plus fort, volume, enfin je vois. Donc oui, ça ressemble plus à de la danse qu'à de la direction, au sens où le metteur en scène serait supposé savoir exactement le film qu'il va faire, ce qui est absurde. Et les autres ne savent pas, il faut leur dire à tous, enfin, y compris, je dis au chef pour les solutions et tout ça, hein, y compris au chef d'écho, tout ça, il faut leur dire exactement voilà, ce qu'on veut. Il dit, c'est un grand metteur en scène, il sait ce qu'il veut. Moi je dis, je sais pas ce que je veux. Alors, je sais pas si je suis un grand metteur en scène, mais je sais pas ce que je veux. Je sais un peu, j'en ai le pressentiment, je suis à l'origine du projet, donc j'ai quelque chose, j'ai une espèce d'urgence protéiforme d'ailleurs. Oui, je peux avoir une idée de décor, une idée de lumière, une idée de récit, une idée, voilà. Mais tout ça va se fabriquer ensemble, tous ensemble. On va essayer de trouver une direction, ou alors, on pourrait dire, on part en exploration ensemble. Voilà, il y a vaguement un trajet, comme je dis, comment traverser cette forêt ou cet océan, et puis voilà, on part en exploration ensemble, on ne sait pas exactement quels seront les vents, si on va aller plus vers là que vers là, etc. Donc on ne sait pas trop, on cherche ensemble quelque chose, voilà. Donc dans ce sens-là, c'est très collectif. Et quand dans le cinéma, il n'y a pas de rapport de force, en fait, je parle de rapport de force au sens, je reviens sur mon histoire des rapports de production, au sens économique, bien sûr, quand il y a des vraies connivences, des vrais rapports de confiance, quand il n'y a pas de... là, à ce moment-là, c'est là où ça devient magique, et on disait tout à l'heure dans le hall, évidemment, chaque fois que quelqu'un revient d'un tournage, on lui dit ça s'est bien passé. Moi je dis oui, ça s'est bien passé, d'habitude, c'est jamais un tournage qui s'est mal passé. Voilà. Ça ne peut pas mal se passer, c'est un moment où tout le monde, plus personne ne veut partir. En fait, moi j'aimerais vivre des moments comme ça toujours. C'est pour ça que je dis que le moment communiste, je regrette que ce soit qu'un moment. Donc le cinéma comme utopie, on rejoint Serge Danel. Oui, absolument, le cinéma comme utopie, c'est très beau. Mais du coup, dans cette idée, il doit bien y avoir quelques inconvénients aussi à travailler. Parce que moi, quand j'imagine une famille, on parle souvent de votre famille de cinéma, j'imagine aussi un truc un peu explosif. Alors, est-ce que parfois, travailler avec les mêmes personnes depuis autant de temps, ça amène à des choses qui ne laissent pas le truc couler comme ça devrait? Non, au contraire. C'est-à-dire, bon, d'abord, c'est j'allais dire, une espèce de... Justement, si c'est quelque chose que tous les gens qui sont là ont envie de mettre en place, ils sont heureux de revenir et de remettre en place cette utopie-là. Bon, donc on est tous, on dit ben, super, ça recommence, on va encore vivre le moment comme ça. Donc la volonté, c'est-à-dire il y a un choix aussi, donc il y a un choix chez chacun des membres de cette foutue équipe qui existe depuis 25-30 ans maintenant, plus, il y a un choix délibéré de proposer ça. De dire et de montrer par l'exemple en fait que c'est possible. Donc personne ne vient pour se chamailler. Au contraire, les gens, s'ils continuent à être là, c'est parce qu'ils continuent à penser que c'est une solution, une proposition de solution à certaines difficultés du monde en fait. Moi je pense profondément que c'est une réussite collective, c'est une solidarité, voilà, je pense profondément que la vie serait tragique.
Et tous mes amis partagent ce point de vue-là. Donc on essaie tous par tous les moyens, et aussi à travers la fabrication des films, à travers le contenu des films, mais aussi la manière de les fabriquer, même la manière de les produire, puisque bon, je fais de la production, mais je fais de la production dans un collectif aussi, quoi. On essaie de montrer des exemples de possibilités de réussite collective. Voilà. On essaie tout ça, on a tous la volonté de ça. Donc a priori, on n'est pas là pour se foutre sur la gueule. Quant à la liberté en fait, de chacun, d'aller où il veut et de faire ce qu'il veut, je veux dire, dans le processus même de fabrication, c'est pour ça que je disais c'est le contraire de ce que la question que vous me posez, c'est que les gens sont... Alors ça c'est comme entre amis, on n'a pas peur de dire des bêtises. Là je fais attention à ce que je dis par exemple, parce que je ne vous connais pas bien. Mais si je suis avec des amis, je dis n'importe quoi, je peux faire une proposition à la noix, et on verra bien. Quoi. Je veux dire, il y a une espèce... Donc au contraire, il y a beaucoup plus de liberté. Là, les comédiens ne sont pas avec moi, vous le direz, mais même les techniciens aussi. Un comédien qui arrive sur le plateau et qui connaît personne, etc., bon, il sait qu'il a été choisi, bon, voilà, bien sûr il a été choisi, mais enfin, il a quand même un peu peur, quoi, hein, il a un peu peur que, dès sa première intervention, on lui dise, mais non, c'est pas ça, que c'est ce truc, voilà, que l'autre acteur en face, il y a une espèce de... Bon, alors qu'effectivement, chez nous, évidemment, le comédien ose faire des choses sans aucun souci, puisque il sait que si ça ne va pas, on ne va pas se fâcher, on va dire ça ne va pas, alors fais-moi une autre proposition. Voilà, il n'y a pas de choses psychologiques, il n'y a pas de ce que j'appelais des rapports de force. Et on sait justement que vous aimez donc ce collectif et ce travail commun, et même dans l'écriture, vous coécrivez. Et du coup, je me demandais en fait si dans vos écritures de scénario, à l'origine, vous aviez une idée et après quelqu'un qui vous accompagne, ou est-ce que même là, l'idée de base se fait déjà à deux? Non, l'idée c'est moi toujours aussi. D'accord. Ouais. Donc il y a quand même un moment où vous êtes tout seul. Oui, j'ai du mal, hein. J'ai beaucoup de mal à être tout seul, je supporte pas trop. Ça aussi, sinon, mais c'est vrai que lorsque je commence à écrire avec Serge Valetti, ou avec Gilles Thoran, ou avec Milesi longtemps, ouais. Quand je commence à écrire, c'est que j'ai déjà l'idée du film. La première fois où on se voit, je raconte le film un peu. Enfin, je raconte le film. Je raconte une espèce de squelette du scénario du film. Bon. Mais j'ai déjà des personnages, une espèce de mise en place, le choix du genre, on fait des choses comme ça. Et on commence presque en le racontant, ou dans un bavardin, on commence à le construire. Mais oui, les Italiens, c'est pas un sujet scénario, hein, ils disent Soggetto e sceneggiatura, mais c'est vrai que j'arrive avec le sujet, et après on écrit un scénario ensemble. L'utopie, le collectif, le vivre ensemble, tout ce dont on a parlé. Je me rends compte rétrospectivement que vous avez rendu votre carte de PC 1 an avant de faire votre premier film. Alors est-ce que justement le cinéma, c'est ce qui vous a permis de vivre cette utopie après cette déception, cette désillusion du Parti communiste? Oui. Donc c'est une forme de parti politique pour vous, le cinéma. Voilà. Je ne dis plus rien. Non, mais c'est vrai que c'est pas un hasard. J'ai mis 2-3 ans à quitter le Parti communiste, j'avais vachement longtemps, hein, c'est dans les années 80, quoi. Mais c'est vrai que il fallait, probablement, bon, ça c'est un peu aussi un peu d'autre analyse, hein, je suis désolé, mais il fallait que quelque chose, il fallait que je retrouve du grain à moudre, quoi, avec mes amis. C'est vrai que quand j'ai quand même passé 10 ans où toute mon énergie, tout était lié à cette possible transformation du monde. Non, je veux dire, c'était, et toute mon expression, toute ma subjectivité passait par là. Donc, mes lectures, mes combats, même mon rapport à l'art, je veux dire, l'art en tant que pas pratique, par contre, de spectateur, tout était lié à ça, a été surdéterminé, effectivement, par cette appartenance. Donc, j'étais très, mais ça a été une période où il n'y avait pas que moi, mais je ne suis pas le seul. Et beaucoup de gens étaient extrêmement déboussolés par cette grande crise des années 80 du mouvement communiste international, d'ailleurs aussi, pas que du Parti communiste français. Beaucoup de gens étaient extrêmement troublés, déboussolés, désorientés, enfin, je sais comment dire. C'est une crise profonde, en fait. Donc, il fallait que quelque chose se présente. Oui, c'est ça. Il fallait que quelque chose se présente. Et le cinéma est passé par là, voilà.
Alors que mais ça aurait pu toujours être autre chose, c'est vrai. Hein, je dis souvent, le cinéma, moi je voulais pas à 12 ans faire du cinéma, voilà. Non, je voulais être un intellectuel communiste en fait. Voilà. Je dis bien communiste, c'est-à-dire un intellectuel pas tout seul, un intellectuel lié au peuple, à une partie, à une organisation. Ce que Gramsci appelait un intellectuel organique, un intellectuel de l'intérieur. Donc un intellectuel qui travaille les idées, c'est sa spécialité, comme dans un collectif, et qui les propose aux autres, les autres les adoptent ou pas, les transforment, font des retours, les idées changent. Dans ce rapport-là à l'intellectualité, on ne fait pas l'intellectualité d'ailleurs au travail intellectuel, parce qu'il existe un travail intellectuel bien entendu, comme il existe un travail manuel, comme il existe les deux aussi. Mais alors, qu'est-ce qui a fait la bascule, ou le moment où vous vous êtes dit que c'était le cinéma qui allait pouvoir servir de médium pour parler de politique? Non, il n'est pas autre chose. C'est un hasard, c'est passé par là. Alors après, comme j'avais cette volonté-là, en fait, j'ai investi le cinéma dans ça. Mais le support cinéma, il est passé par là vraiment, oui, par hasard. Oui, un hasard lié à Ariane, oui, c'est vrai. Comme je vivais déjà avec elle et qu'elle était au Conservatoire de Paris, j'ai rencontré un ami à elle qui faisait un film, en fait, et qui m'a proposé d'écrire avec lui. Je ne sais pas pourquoi il a eu cette idée. Voilà, j'avais 22 ans, j'étais petit, quoi. Il s'appelle René Ferré, en fait, il a fait de nombreux films ensuite, mais à ce moment-là, il était très connu. Hein. Il avait eu le prix Jacques Bigot avec son premier film, il était en compétition à Cannes avec le second. Puis voilà, puis moi après j'ai passé une soirée avec lui. Alain le connaissait, j'ai passé une soirée chez lui, donc c'est des hasards de rencontres, d'amitié. Et à la fin de la soirée, il a dit tu veux pas écrire un prochain scénario avec moi? Je dis oui, bien sûr. Je savais même pas ce que c'était les scénarios, mais je dis oui. Et je savais qu'il y avait des scénarios sur les films, j'avais vu beaucoup de films, bien sûr. Mais je lui ai dit d'ailleurs, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais a priori oui, qui refuse ça? Voilà, un cinéaste connu vous propose 22 ans d'écrire avec lui. Je dis oui. En parlant d'écrire, et j'ai fait ça, j'ai écrit. Voilà. En parlant d'écrire, j'ai noté une citation avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, elle me dit quelque chose d'assez intéressant. Je vous cite: j'ai été frappé par cette phrase de Jean Genet: écrire c'est trahir, j'ai toujours exactement pensé le contraire, j'écris pour être fidèle. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai dit ça. Ça c'est... Et c'est vrai que je pense ça. Ça rejoint un petit peu ce que je dis un petit peu depuis depuis le début de notre rendez-vous. Oui, j'écris pour être fidèle, c'est-à-dire, d'ailleurs, c'est un strict du terme pour maintenir ma foi à l'État. Elle est en mauvais état d'ailleurs, mais pour essayer de la... Mais ça vient, hein, ça reviendra. Je désespère de rien. Donc c'est vrai pour maintenir cette foi à l'humanité, à l'utopie, dans des combats, à l'amélioration du monde, pour la maintenir vivante. Oui. Évidemment, si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas. Vous avez juste à lever la main, il y a un micro qui va passer, donc vraiment n'hésitez pas. C'est une parole qui tourne. Et bien alors en attendant, je vais vous demander si vous pensez que le cinéma est un art peut-être plus que les autres particulièrement utile pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Oui, non, en fait, il existe une cinémathèque de la rue, on pourrait dire. Hein. Il y a, dans la tradition de l'histoire du cinéma, il y a beaucoup de cinéastes qui ont fait ça, mais je ne crois pas plus que les autres arts, en fait. Parce qu'évidemment, le fait qu'il soit très public, c'est à la fois un défaut et une qualité, quoi. Hein. Ça entraîne aussi beaucoup de films vers la pente comme ça mortelle de la bêtise. Il y a quand même beaucoup de films nuls, quoi. C'est énorme. Non, mais la production de films était terrifiante. Et 90% de films qui sont très 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 mauvais. Voilà, donc c'est vrai. Ils ne sont même pas des films, en fait. Je sais pas ce que c'est. C'est des choses... C'est vrai. Français, les étrangers sont mauvais aussi, hein. Mais les Américains aussi sont mauvais d'ailleurs. C'est une espèce de grosse production, et c'est vrai que c'est un peu le péché originel du cinéma, une espèce de chose comme ça, un peu qui peut être très 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 facile et très 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 mauvaise. À ce moment-là, ça ne représente rien du tout, quoi. C'est pas. Mais
Donc pas plus que les autres arts, en fait, pas plus que la littérature, ou pas plus que la peinture, en fait, que tous les arts. C'est celui que vous avez le choisi. théâtre. Oui, oui, oui. Moi, je pense qu'on peut... Je crois qu'il faut se servir de cette possibilité publique-là, il faut bien s'en servir, quoi, voilà. Mais évidemment, ça contient en germe la possibilité de mal s'en servir. Et si on s'en sert mal, c'est abrutissant. Des questions? Ah, tout en haut. Je sais pas si... Qu'est-ce qui déclenche vos idées de film? C'est bon, je vais dire mon humeur, l'état dans lequel je suis. C'est un truc très... Mais c'est pas que personnel, c'est l'état dans lequel je suis, mais c'est aussi je me demande... Je me dis, est-ce qu'il est opportun de parler de ça plutôt que de ça, quoi. Donc c'est très bizarre, ça, parce que par exemple, j'ai changé d'idée, là, sur le dernier film, alors que j'avais un scénario complètement écrit, qui était plutôt une comédie, en fait, et puis que j'aurais pu tourner, hein. Et puis je me suis dit, là, je peux pas, c'est pas le moment, quoi, voilà. L'heure est... Je crois qu'il vaut mieux crier quelque chose d'autre, en fait. Donc faire un truc plus grave, faire quelque chose de plus grave. Et ben, j'ai dit, je fais pas, moi, ce truc, je mets de côté, je le ferai peut-être un jour. J'aime beaucoup le scénario que j'avais écrit. Donc j'ai pensé que la situation était méritée, enfin je dis ça en toute la haute humilité, mais méritée que j'intervienne d'une autre manière, enfin d'une manière plus radicale un peu, et j'ai fait... Là où je suis au montage là, de ce film que je viens de tourner, et qui est un film tout à fait tragique, noir, très rude, quoi. Donc c'est une espèce d'état, mais vous voyez, quand je dis l'état dans lequel je suis, c'est pas un état psychologique. Ça forcément, ça induit quelque chose sur ma psychologie, ma bonne humeur, ma mauvaise humeur, ma dépression, je sais pas quoi, ou ma joie, mais c'est mon état dans ce que je ressens de l'état du monde. Voilà. Après je choisis le genre, etc. Ça n'a rien à voir avec le récit, hein. C'est ce qui déclenche la nature, en fait, de ce que sera le film, en fait. Juste ici. Est-ce que pour mener à bien tous ces films, ça a été déterminant pour vous d'être producteur? Est-ce que cette carrière aurait été possible si vous n'aviez pas contrôlé je crois. Non, je crois pas. Je crois qu'effectivement, il fallait que je sois producteur. Oui. Surtout. Mais même encore aujourd'hui, mais surtout dans les 10 premières années, on va dire, surtout quand c'était dans la difficulté. Parce que le fait que je produise était garanti à tout point de vue. On a quand même fait des films dans des conditions extrêmement précaires. On a fait des films sans argent du tout. Et là, même des choses comme les possibilités de répartition ensuite, hein, je veux dire, c'est toujours moi qui ai géré tout ça. Et parfois, il y a eu des répartitions importantes. On a fait des films, Marie-Jeannette, un film fauché, qui a fait 2 700 000 entrées. Donc ça a fait de la distribution, après, de dividendes, pas de dividendes d'ailleurs, puisque c'est comme une coopérative, mais ça fait de la distribution de salaires non perçus. C'était pas mal. Mais ça, donc même ce contrôle-là, cette confiance-là, elle suppose quand même, cet accord-là, tout ce que je viens de dire sur la manière dont on travaille, etc., tout ça, suppose qu'il y ait une espèce de, utilisons ce mot-là pour aller vite, de confiance dans la gestion quand même de l'argent du film. Voilà. Et c'est encore vrai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a eu, tous les films que j'ai faits sont financés, plus ou moins bien, plutôt bien d'ailleurs, hein. La plupart du temps pas mal. Mais du coup, il y a une confiance générale dans la gestion de cet argent-là. Moi, j'ai jamais de problème avec les agents, tout ça, les agents des acteurs et tout. Bon. Mais parce que je ne mets pas de rivalité, tout le monde sait que je paie tout le monde de cette manière-là, qu'il y a l'égalité dans les salaires des uns et des autres, indépendamment de leur notoriété, quoi. Donc je ne discute pas des heures avec un agent, parce que, je sais pas, parce qu'Anaïs Desmoustiers, par exemple, est plus connue que Grégoire Leprince-Ringuet. Bon, chez moi, ils sont payés pareil. Mais ils s'en foutent, ils sont contents même qu'ils soient payés pareil, ça ne les gêne pas. Mais si c'était une discussion normale avec un autre producteur, etc., il essaierait de gratter de ce côté-là pour équilibrer je ne sais pas quoi. Mais bon. Donc il y a cette espèce d'état
de confiance aussi sur la gestion de l'argent, sur la gestion matérielle, et sur les éventuelles, d'ailleurs, je dis répartitions, si jamais les films marchent très très bien, quoi. Ce qui est arrivé plusieurs fois. Alors vous parliez de l'origine de vos idées, et ce soir on va regarder Les Neiges du Kilimandjaro, qui est adapté d'un texte de Victor Hugo, enfin, ou inspiré, Les pauvres gens. Du coup je me demandais en fait si l'idée première du film c'était de partir sur ce texte, ou est-ce que le texte est arrivé en cours d'écriture en fait? Ah non, non, très précisément, là c'est vraiment le film, et j'avais écrit j'ai écrit un texte dans le monde contre le traité constitutionnel européen, pour appeler à voter non. On a gagné d'ailleurs, c'est grâce à ce texte. Peut-être, en tout cas, bon. Mais, non, blague à part, ce texte, j'ai cherché un titre au texte, c'était un texte pour le Monde, enfin une tribune. Et du coup, je me suis souvenu vaguement du poème Victor Hugo, j'ai mis les pauvres gens, voilà. Et je parlais des pauvres gens dans l'Europe entière, etc., tout ça. Bon. Alors, évidemment, quand j'ai publié le truc, le Monde m'a dit OK, on publie. Je me suis dit, il faut absolument que je relise le poème parce que je vais me taper 6 ou 7 interviews, on m'a téléphoné, tout ça, blablabla. Et si je me pose une question là-dessus, il faut quand même que je relise le poème, que je puisse en parler un peu. Bon. Donc j'ai relu le poème et là je me suis dit, lisez-le, hein, ceci dit. Vous allez sur Internet, Pauvre Jean, Victor Hugo, c'est exceptionnel, quoi. C'est du très très grand Victor Hugo. Et il ose, en fait, de manière époustouflante, en fait, une exaspération comme ça du sentiment et de la générosité comme ça chez les pauvres pêcheurs. En fait, ça se passe chez les pêcheurs au XIXe siècle. Et l'histoire se termine exactement comme les Neiges du Kilimandjaro. Et donc je suis vraiment parti de ça. J'ai piqué cette idée à Victor Hugo. Je dis, je peux être aussi excessif que lui dans le sentiment, dans le mélodrame, en fait. Donc je suis parti de cette idée d'une famille qui recueillait des enfants aujourd'hui qui avaient cette beauté-là, quoi, absolue, cette beauté en valeur absolue. Et presque, donc je me suis dit, le film doit finir comme ça, et on a reconstruit presque à l'envers le film. On a dit comment ça pourrait commencer, et puis bon, là c'était pas des pêcheurs, quels enfants aujourd'hui, voilà, et puis voilà, de fil à l'aiguille, on a reconstruit le scénario en partant de la fin du poème de Victor Hugo qu'on a gardé, qui est la fin du Neiges du Kilimandjaro, comme vous allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Mais si vous ne l'avez pas vu, je ne vous le dis pas, bon, en fait, là je suis en train de vous le dire. C'est bon, c'est très confus. Mais bon, non, là c'est vraiment parti du... Mais c'est inspiré simplement. Après, c'est vrai que l'histoire n'a rien à voir avec les pêcheurs au XIXe siècle. Vous avez adapté à votre univers, quoi. Ouais, à l'univers contemporain, avec cette opposition, quoi, vous allez voir, entre plusieurs générations, Quelles étaient vos références cinématographiques? Incontestablement, si vous voulez, dans ces années-là, je suis né en 53, en décembre. Avant, je ne disais pas, maintenant je dis décembre, parce que c'est presque 54. Je gagne presque l'un. Donc, du coup, c'est vrai que les années... Moi, quand j'ai 17 ans, c'est de 70, donc le plus grand cinéma du monde à ce moment-là, c'est le cinéma italien. Donc c'est évidemment le cinéma italien dans tous ses aspects d'ailleurs, c'est-à-dire bien sûr Pasolini, qui est une référence absolue. Enfin, je suis spécialiste de Pasolini, je le dis avec prétention intellectuelle, là pour le coup. Mais le cinéma aussi, le cinéma commercial italien de ces années-là est remarquable. Hein, je veux dire, tout, Rizzi, Comencini, Monicelli, tout ça, c'est génial, quoi. Des Sica un peu plus anciens, bien sûr. Enfin, Fellini, Francesco Rosi, et puis Toresco, là, que j'ai rencontré après d'ailleurs, que j'ai connu pas mal. C'était un cinéma merveilleux, quoi. Beaucoup d'ailleurs étaient communistes. Et 90%. Mais grande admiration pour le Parti communiste italien, ceci dit, dans ces années-là, qui était un grand parti, là aussi, c'est un désastre culturel, quoi. L'Italie aujourd'hui, c'est terrifiant, quoi. Mais c'est vrai que si on analyse votre œuvre, on peut vraiment faire des rapports entre toute la façon dont travaillait Pasolini avec ses acteurs qui s'étaient des amis, Fellini avec sa femme. Ça, c'est vraiment, je trouve, entre Massina et vous, Scaride, il y a quand même... Les bandes de scénaristes aussi. Hein, les bandes de scénaristes, de Sica sur les thématiques, la jeunesse filmée de cette façon, les générations.
Ouais, c'est vrai que vous êtes... Tout à fait. Et d'ailleurs, j'en profite parce que j'y pense, vous avez une liste sur la Cinétech, vos 50 films préférés, Oui, qui sont disponibles en VOD. oui. Et vu qu'on est partenaire, si vous mettez hors champ 19, c'est gratuit. Je dis ça, Ah. je place ça là. Non, mais la Cinétech, c'est super, ceci dit, c'est un site formidable. Il faut absolument Mais du coup, aller voir. comme vous êtes tombé dans le cinéma, si on peut le dire comme ça, est-ce que vous arriviez quand même avec une certaine cinéphilie? Est-ce que vous aviez déjà certaines références ou Oui, vraiment j'allais. vous avez, Non, mais j'allais beaucoup au cinéma, oui, mais en fait, j'ai toujours beaucoup lu aussi, les expos, au théâtre, etc. Tout ça, mais donc j'étais pas. J'ai lu beaucoup de films, oui, mais autant que j'ai lu de livres. Enfin, je viens pas directement de la cinéphilie au sens où on l'entend, quoi. C'est-à-dire, c'est pas. J'allais pas à la cinémathèque tous les jours, voilà. Mais j'allais au cinéma très très souvent. Je payais pas, faut dire. Donc c'était. Pourquoi? C'est encore un truc, mais donc c'est pour rigoler, mais je piquais les. J'avais un copain qui était correcteur dans les journaux, vous savez, dans ces années-là, j'ai l'impression de parler du siècle dernier d'ailleurs. En fait, je parle du siècle dernier. Il y avait des correcteurs. Évidemment, j'avais des copains, qui étaient en fac avec moi, qui étaient correcteurs, donc qui corrigeaient les textes, quoi, les fautes d'orthographe. Voilà, c'était le métier. Ils travaillaient évidemment assez tard, vers minuit, quoi, pour corriger tout, pour que ça soit pour les journaux du matin. Et donc dans les bureaux vides du journal, il y avait souvent que les correcteurs. Les correcteurs et les machines qui étaient prêtes à imprimer. Et le correcteur, un de mes amis qui était correcteur, travaillait, le bureau d'à côté, c'était le bureau du critique de cinéma, en fait, du journal qui s'appelait La Marseillaise, et qui s'appelle toujours, ça existe toujours. Et donc tous les soirs, on lui piquait les exonérés, en fait, qu'il avait, lui, il imitait sa signature, on avait le tampon du journal, et donc on allait dans tous les cinémas de Marseille gratos. Il suffisait de mettre, on rajoutait le nom du cinéma, pas le titre du film. Donc on passait devant un cinéma, je l'avais toujours sur moi, des exonérés, pré-tamponné et pré-signé. Je mettais le nom du cinéma, j'entrais, c'était super. Donc j'ai pas payé pendant 2 ans le cinéma. Après mon copain s'est barré, il n'est pas resté correcteur toute sa vie, et il a fallu que je repaye. Ma cinéphilie s'est arrêtée là. Des questions? Oui, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, ne vous sentez-vous pas un peu seul comme artiste engagé? Ben, non, parce que d'abord, il n'y a pas que, il y a le cinéma international quand même. Donc bon, on a des amis partout. Il y a une espèce, entre guillemets, il y a une internationale, hein, je veux dire, c'est du cinéma comme ça. Moi, je suis allé faire des festivals ou des rétrospectives chez Kaurismäki en Finlande. Je sors chez Moretti, on présente le film ensemble en Italie, à Rome. Ou évidemment Ken Loach en Angleterre, ou les Dardennes en Belgique. Mais bon, donc, du point de vue comme ça international, il y a des amis, quoi. En France, il y a des gens dont je me sens proche, même des gens qu'on produit. Ils sont un premier film, là, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, qui s'appelle Tout ce qu'il me reste de la Révolution. Il y a quelqu'un qui s'appelle Judith Davis, qui est exceptionnel, qui est très drôle, très politique, très enragé. Donc un vrai spectacle, un vrai film, et une vraie dimension politique. Donc il y aura toujours, c'est un peu comme on disait tout à l'heure, je disais la Cinémathèque de la rue, il y aura toujours quand même, je sais pas, 10, 15%, 20% de cinéastes qui se préoccuperont plus que d'autres du monde dans lequel ils vivent, quoi, qui feront un cinéma. Oui, on a vu des films, ce film sur les paysans l'année dernière, il y a en France aussi, comme ça, des films. Alors pas tous font après 10 films, 12 films, effectivement, du même tonneau, du même acabit, qui vont bon. Il y en a qui font un film, comme ça, qui est de ce côté-là, et puis le film d'après est un film, c'est une histoire d'amour entre une avocate et un dentiste au bout de Chaumont. Parce qu'il faut que ça marche, c'est ce que vous disiez. Ça c'est un peu moins d'intérêt, mais bon, le cinéma français est quand même très très bourgeois, quoi, c'est vrai. Plus que d'autres cinématographies. Les gens comme Abdelatif Kechiche, c'est des gens qui font partie de votre univers un petit peu, vous pensez? Ben, Kechiche, il fait le cinéma, oui, il cherche à provoquer, il cherche à parler des choses d'aujourd'hui, etc. Tout ça.
sous une forme, de manière qui est souvent intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas, son premier film, L'Esquive aussi. Donc après, il y a des films, comme tout le monde, comme chez moi, on peut aimer tel film plus que tel autre, etc. Mais oui, Kechiche ne fait pas du cinéma, j'allais dire, inconscient. D'autres questions dans la salle? Juste. On a un micro, si vous voulez. Pour que tout le monde entende. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez un processus d'écriture particulier, des schémas que vous répétez ou des manières d'écrire, des étapes à passer quand vous écrivez? Non, on a tous des choses. C'est un peu étrange, c'est-à-dire, évidemment, moi, je pense que c'est bien de passer toujours de la structure du récit aux éléments du récit. C'est-à-dire, les éléments font bouger la structure, mais de ne pas être donc très rigide. Voilà. D'être assez souple, de se dire qu'il faut oser écrire aussi. Hein. Moi, j'écris toujours très vite. Hein. Mais parce que je ne réfléchis pas des heures non plus, il faut écrire. L'art, c'est le faire. L'art, c'est écrire. C'est pas se dire comment je vais écrire, qu'est-ce que je vais écrire, pourquoi je vais écrire. Il faut écrire. Et après, on corrige, on vire. C'est pas grave de jeter la feuille, il faut y aller, quoi. C'est pas très cher, c'est pas grave, voilà. Et je crois qu'il faut écrire donc, ce qu'on a mis. Parfois, on peut écrire un bout de... Moi, j'ai des films qui ont commencé par un bout de dialogue, hein, ou par une citation que j'avais inventée, ou ça peut être n'importe quoi, une espèce de chose comme ça, mais qui va après, je sais pas où ça va être dans le film, ou par une séquence, une idée d'un rapport entre deux personnages qui m'amuse. Ça m'amuse, voilà, je note, donc je dis, voilà, les personnages, il lui arrive ça, il rencontre tel autre, et il se passe ça, il se parle de cette manière-là. Et alors maintenant, on cherche à structurer quand même l'histoire, hein, simultanément. Et on va sans arrêt du fragment au tout, quoi, du fragment à la totalité du récit. Bon. Après, je crois que quand on a un premier jet, donc avec un début, une fin, avec des personnages, donc, passent du bonheur au malheur, du malheur au bonheur, comme dans toutes les fictions du monde. Enfin, c'est déjà chez Aristote, hein, tu n'as jamais écrit l'histoire que de la même manière, au fond, depuis toujours. Donc, quand on a un premier jet comme ça, il faut on peut avoir des petits trucs comme ça, c'est pas des techniques, c'est des méthodes, des habitudes. Moi, j'aime bien repeigner les personnages, par exemple, c'est-à-dire reprendre un scénario et dire que ce qui arrive à tel personnage, puis après tel autre, après tel autre, après tel autre, après tel autre, pour dire, tiens, lui, il fait ça, là, etc. Mais ça, je le fais aussi au montage, après. Voilà, puis on commence à faire lire, on commence dans ces cas-là aussi. Quand on a un premier jet, on peut le faire lire à des gens en tout cas assez proches, à des gens qui en ont confiance, à des gens auxquels comme je disais tout à l'heure, on a des rapports on n'a pas peur qu'on nous dise qu'il y a une séquence qui est vraiment naze, qui ne vaut rien, voilà. Donc à des gens autour de nous, pour pouvoir parler quand même déjà du film. Enfin, moi je pense que parler du scénario le fait avancer, quoi, aussi. Hein. Je crois qu'assez vite, sur un premier jet, moi je fais tourner, quoi. Même assez vite, je le fais dire aussi à des amis acteurs, qui vont jouer d'ailleurs, et qui peuvent me faire quelques remarques, ils n'écrivent jamais, ils peuvent me faire quelques remarques. Hein. Mais parfois des remarques très... juste une petite chose. Une remarque, ça peut être par exemple, dans tout le film, je ris jamais. Après, je fais ce que j'en veux, hein, ou peut-être qu'il faut que jamais le personnage rit. Mais peut-être que je me dis, tiens, c'est vrai que ce serait pas mal qu'elle rit au moins une fois. Et voilà, ce type d'interrogation. D'autres questions? Alors, je vais vous poser une question. Vous me dites que vous sortez de tournage. Alors, on imagine que vous avez vu tous les événements depuis là où vous étiez, donc en fait, dans votre tournée. Est-ce que d'une certaine manière, ça influence? Est-ce que vous y pensez? Non, je sais pas. Pour le film, non, en fait, parce que le cinéma donc, de fiction, ceci documentaire aussi, a quand même forcément un temps de retard sur le réel. Ou il a un temps d'avance parce qu'il est prémonitoire, ça c'est autre chose. Mais sinon, sur le réel, il a un temps de... Là, je viens de tourner 2 mois à Marseille, évidemment, je n'ai pas parlé des immeubles qui s'étaient effondrés. S'ils s'étaient effondrés, on avait commencé à tourner.
Donc on ne peut pas inclure comme ça des événements, justement parce que le travail du scénario qu'on a fait, c'est élaboré, etc. On ne peut pas mettre de manière comme ça anecdotique, rapide, parce que ça serait pas bien, quoi, ça serait mauvais. Donc de ce point de vue, il ne peut pas y avoir une influence en fait. Il y a une influence, l'influence c'est éventuellement sur le film d'après. Après, sauf à penser qu'effectivement, je vous dis, il y a des histoires. Quand je parlais de l'humeur tout à l'heure, un monsieur qui me posait des questions, là, je disais l'état, ce qu'on ressent en fait du monde dans lequel on vit, on peut faire des choses aussi qui sont effectivement un peu, entre guillemets, prémonitoires. Hein. C'est pas, ne devine pas l'avenir, c'est pas la question, mais moi je sais qu'il y a des choses que parfois on a racontées. D'ailleurs, il y a des films qu'on a fait il y a 20 ans qu'on peut regarder aujourd'hui, qui n'ont pas bougé, la situation n'a pas bougé les millimètres. La ville est tranquille, par exemple, est un film que, si vous avez l'occasion de le voir aujourd'hui, il décrit des choses tragiques dans les années 2000, donc il y avait 20 ans, 1999, même on a tourné. J'allais presque dire, hélas, le film n'est pas démonté du tout, c'est-à-dire que le propos est d'une actualité totale aujourd'hui. Presque je le regrette, j'aurais bien aimé que tout ça change. Il y a une question? Vous n'avez pas du tout parlé de... Vous n'avez pas posé de questions là-dessus, sur la mise en image, au moment du tournage. Est-ce que c'est un découpage, vous arrivez avec un découpage précis, ou vous adaptez beaucoup, vous improvisez? Comment vous travaillez la mise en image? Non, il n'y a pas de... Non, je ne découpe pas. Je ne découpe pas à l'avance. En fait, je travaille beaucoup sur la recherche des décors naturels, qu'on ne laisse jamais dans l'état naturel, hein, qu'on a toujours transformé. Ça, c'est un décorateur qui dit toujours que ça n'existe pas les décors naturels. Il n'a pas tort. Mais donc, je vais chercher des lieux dans lesquels je vais investir du travail en déco précis, parce que je vais chercher des lieux qui racontent ce que les personnages vivent souvent. Donc c'est des décors signes, si je peux dire. C'est des décors qui racontent le film aussi fortement, qui sont très liés à la dramaturgie et aux personnages. Donc je cherche bien à l'avance les lieux dans lesquels vont vivre tel ou tel personnage. Là, sur le dernier film, c'était flagrant. D'ailleurs, je cherche 3-4 mois avant, je veux dire, souvent avec mon directeur de production, d'ailleurs. Tout simplement parce que c'est un ami d'enfance, il me connaît par cœur. Il raconterait les mêmes histoires que moi s'il les racontait, s'il n'était pas directeur de production, s'il était auteur. Du coup, ça va, Vespa, ou pourquoi on cherche, on se promène, on sait qu'on va dans tel quartier, etc. On commence ça. Alors je crois que ça commence là, en fait, la mise en image. Évidemment, après, je suis très vigilant au costume, toujours. Je me suis toujours beaucoup occupé. Donc c'est une deuxième étape, ça aussi, la mise en image. Je sais pas que... Bon, déjà, donc on a ça, pendant ça dans des lieux qu'on a choisis, où quand même on veut montrer ça ou ça. Donc je sais que, plutôt que le découpage, je sais que parfois je veux vraiment que la scène se tourne dans cet endroit-là de l'appartement, face à telle fenêtre, parce que derrière cette fenêtre, il se passe quelque chose, il y a un immeuble de construction, et que ça m'intéresse que ça se passe là. Mais c'est pas du découpage, c'est plutôt des choix d'axes, des choses comme ça. Et après, je pense souvent à la séquence d'avant et la séquence d'après, quand même. C'est-à-dire à la manière dont éventuellement on sortira d'un plan large pour arriver sur un plan serré, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des fluidités, quoi, je veux dire, dans le récit, qui est pas un plan large sur un plan large, c'est comme une allitération, quoi, ou une assonance, en fait. Donc il faut essayer de gamberger un peu à ça. On y pense, mais ensuite au montage on peut faire tellement de choses aussi que parfois le montage me bouleverse ça. Et par contre, je fais pas de découpage à l'avance, mais je découpe toujours pas mal quand même les scènes elles-mêmes. Je fais pas des films, je fais plutôt vraiment plan séquence. Justement pour pouvoir intervenir sur tout ça. Et pour pouvoir intervenir, quand on est en plan séquence, c'est cette intervention, c'est au moment même où on tourne. Moi, je préfère effectivement découper, c'est-à-dire donc intervenir plus tard avec du recul sur la matière qui existe, mais pouvoir monter dans tous les sens, quoi. Donc je découpe beaucoup. Je ne pré-découpe pas, mais je découpe beaucoup. Et est-ce que par exemple vous utilisez maintenant une double caméra pour garder une spontanéité des comédiens? Non.
Non, mais parce que j'aime la construction dans le jeu, moi. Donc c'est pas... Et la qualité des comédiens. Là d'ailleurs, on reconnaît un comédien à un non-comédien, c'est qu'il peut reproduire toujours la même émotion. Le comédien qui éclate des sanglots, il peut le faire 10 fois. Bon, en général, là, sur des sanglots, il faut faire gaffe, mais c'est vrai qu'il peut reproduire ce jeu, quoi, alors que non-acteur ne sait pas le faire. Mais, donc j'aime bien, moi, ça, la construction du jeu. Et pas... donc de caméra, à part des scènes d'action, parce que j'ai tourné quelques scènes d'action dans ma vie, fait dans la vie du crime, des trucs comme ça. S'il y a une explosion, s'il y a une tempête dans un film, s'il y a une explosion, s'il y a des scènes de ce type-là, effectivement, on les tourne à 2 caméras, parce que ça va se produire d'ailleurs qu'une seule fois, là, par contre, on ne fera pas 2 fois la scène. Quand on fait sauter le bagnole, surtout si c'est une Mercedes, c'est très cher. Même question là-bas. Oui. Bonsoir. Au niveau littéraire, est-ce que vous vous inspirez d'écrivains contemporains plus que d'autres, ou est-ce que voilà, vous retrouvez des écrivains contemporains qui travaillent un petit peu dans le même univers que le vôtre? Non, j'en connais que j'aime bien, j'en connais quelques-uns, parce que bon, on se voit parfois dans des festivals, ou dans des rencontres, enfin, dans des débats. Donc il y a des gens que je connais un peu, que je connais, je sais pas, Laurent Godet par exemple, ou Ferrari. Je parle des gens qui ont eu le concours, juste pour... mais on ne travaille pas forcément ensemble. Je sais qu'on s'est parlé de choses avec Godet ou avec Ferrari, mais on n'a pas... Enfin, c'est bien, quoi. On n'a pas réussi, on n'a pas travaillé ensemble. Mais l'inspiration est directe, hein, je veux dire, puisque, en fait, vous savez, quand on fait du cinéma, quand on fait que du cinéma, quand on est dans cette pratique-là, quotidienne, depuis des années, tout m'inspire, en fait. Évidemment, les écrits des autres nous inspirent, les expositions nous inspirent, la lecture des journaux tous les matins nous inspire. Hein, ça, si vous voulez faire de la philosophie, lisez tous les journaux le matin, lisez Hegel, je dirais ça pour le cinéma pareil. Je veux dire, si on veut faire du cinéma, il faut lire des journaux tous les matins. Et tout peut devenir, effectivement, une ligne, une photo dans un journal, une ligne d'un fait divers, je veux dire, peut devenir une idée de film, ou de séquence dans un film, enfin. Je pense ceci profondément que tous les gens qui écrivent des histoires sont des grands pillards, quoi. Hein. Mais on vole sans arrêt le réel, quoi. On va voler des choses dans les réalités qui dépassent toujours les fictions, d'ailleurs. Il se passe tout le temps des choses dans le réel où on se dit c'est impensable. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Ah bon. Le travail au moment du montage. C'est essentiel, surtout que je découpe beaucoup comme ça. C'est vrai que les gens qui font des plans séquences travaillent effectivement une séquence en un seul plan, donc, le nom l'indique, je crois que c'est Bazin qui a inventé le mot, et c'est vrai que à ce moment-là, le montage, il y a peu de choix au montage. Il y a l'attaque du plan, la sortie du plan peut-être, mais bon, ou alors à moins de virer la séquence carrément, mais sinon on peut faire des films où on aligne des plans séquences en consécution comme ça. Mais Buñuel par exemple faisait des films comme ça, c'était une grande cinéaste. Hein. Buñuel faisait le montage d'image des films de Buñuel durait 3 jours. Il n'y avait rien à foutre. Il mettait bout à bout tout le tournage et puis c'était fini. Voilà. Mais c'est vrai, bon, après il travaille au montage au son, c'est exceptionnel, c'était plus long, mais c'est vrai que l'image, mais pour presque tous les films au début. Hein. Pour moi, je fais un peu le contraire de ça, donc le montage c'est vraiment on pourrait dire une réécriture, vraiment quoi. Il y a de l'invention, il y a même des personnages qui bougent, qui deviennent peut-être plus sympathiques ou moins que ce qu'il était dans l'écriture ou au tournage. Donc, justement, parce que je me ménage ces possibilités-là. On va jusqu'à faire des choses dans le rapport de confiance dont je parlais tout à l'heure. Et je trouve ça vraiment très, très, très content de ça. Comme on a
confiance en nous. Au tournage, parfois, avec les acteurs, on fait 2 propositions. Je leur demande deux manières de jouer. Et il le faut. C'est-à-dire, ils disent, oui, d'accord, faisons ça, ça. Voilà. Donc, je sors de cette séquence, plus ou moins en colère, ou plus ou moins mécontent, ou je fais même une version où je sors joyeux. Donc, j'ai ça comme choix. Tout ça, je dis, je peux rebâtir des choses, quand même. Je peux vraiment réécrire des parties, en fait, du film au montage. Donc, c'est un travail assez long. J'ai le même monteur aussi depuis 25 ans. Et donc on travaille ensemble autant comme ça, on a commencé là, j'y étais juste avant de venir ce soir. Et ça se fait peu à peu, et là aussi un peu comme pour l'écriture du scénario, évidemment en développant la structure, et en même temps, de temps en temps, travaillant sur, au marteau et au purée, sur un fragment, quoi, sur une séquence précise, bon, en mettant de la musique aussi, par-ci par-là, dès le début, faire des essais, j'ai mis la musique hier, quoi. J'ai essayé un morceau de musique qui semble marcher. Mais peut-être qu'il ne sera pas ce morceau-là, je ne sais pas. J'avais envie de faire ça ce jour-là. Bon. Donc c'est un peu comme ça. Ou de montrer d'ailleurs ces morceaux de musique-là aux musiciens. S'il y a un musicien, peut-être qu'il y aura un musicien sur le film, peut-être pas, je ne sais pas encore. Alors on va vous poser une dernière question, qui est une question que l'on pose à tous les cinéastes que l'on soit, quels qu'ils soient, documentaristes, réalisateurs de fiction. Voilà. Donc, dans le but, en fait, je vous avoue que d'un coup, j'ai complètement oublié la question, mais c'est bon, elle m'est revenue. Bah, si vous la posez chaque fois... Je sais qu'il y a une question qu'on pose. Bon, bref, du coup, là, elle m'est revenue, je vais vite la dire. Oui, pardon. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune cinéaste, aujourd'hui. Bah, je crois c'est difficile de vouloir fortement faire ce qu'il doit faire. Voilà. C'est-à-dire, je pense vraiment qu'il y a une affaire de volonté, d'acharnement, d'obsession, quoi. En tout cas, voilà, il y a 2 choses. D'abord, je crois qu'effectivement, on ne peut pas faire ça autrement que de manière obsessionnelle. Donc, il faut quand même être un peu, au sens là, analytique du terme, un peu fou, quoi. Hein. Un peu obsessionnel, donc un peu fou. Sinon, on peut pas faire, c'est pas possible. C'est trop compliqué, c'est trop dur, trop cher, c'est trop de concurrence, c'est pas possible. Voilà. Et je crois qu'il faut. Alors après, si au bout de tout, c'est ce que disait Rilke, un jeune poète, en fait, si au bout de tout ça, en fait, on n'y arrive pas, on a quand même appris beaucoup sur soi, quoi. Il ne faut pas se désespérer, c'est pas très grave. Si après 10 ans de traitement comme ça, il s'avère qu'on n'est pas bon, quoi, voilà. Ou qu'on ait fait pas bon relativement, je dis bon, mais que ça va pas, c'est pas trop grave. On aura quand même dans ce voyage-là appris beaucoup de choses sur soi, quoi. Donc ça aura été utile. Donc il ne faut pas trop désespérer de ça. Et deuxième conseil, quand même, surtout de ne pas voir que des films. C'est-à-dire dans la formation, vraiment, quoi. Je crois qu'il faut aller au théâtre, il faut aller voir des expositions, donc il faut se mêler de tous les arts. Il faut aller voir des chorégraphies. Il y avait tous les arts. La littérature, bien entendu, le théâtre, c'est absolument indispensable quand même pour voir bouger des acteurs, pour voir agir des acteurs. Et puis se préoccuper, comme je le disais tout à l'heure, d'actualité, c'est-à-dire il faut être d'une curiosité, là aussi, maladive. Et avant de nous quitter, quelques petites choses. À la fin du film, vous pourrez vous faire dédicacer votre biographie écrite par Christophe Kantchev. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver et Robert et Christophe dans quelques jours au Festival de l'Écran Saint-Denis, les 19e journées dionysiennes, autour de votre film Voyage en Arménie. Voilà. Je ne sais plus la date d'ailleurs, mais tu vas me la rappeler. C'est vrai, c'est dans quelques 19. C'est le 19 février. Le 6 février. Voilà, à l'Écran Saint-Denis. Et donc maintenant, rendez-vous à Marseille avec peu de flocons, malgré le titre du film Les Neiges du Kilimandjaro. Et merci beaucoup Robert Guédiguian. Merci à vous. Merci.